Bien, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous cet après-midi dans ce centre culturel que je découvre, qui est tout neuf, tout propre, tout beau. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre invitation. Je vais vous expliquer pourquoi ça me fait plaisir d'être là. Je suis Patrice Camusaille, je suis directeur des éditions du Cygne que j'ai fondé en 2003. Ça fait 21-22 ans maintenant. Nous sommes spécialisés dans l'universitaire, dans les sciences humaines, dans la géopolitique, et aussi nous avons un gros pôle poésie. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu l'immense honneur de publier Arwa Bendia et Tissia Médina. Mais je n'ai pas publié seul. Elle a eu l'opportunité, la chance d'être publiée à la fois à Paris aux éditions du Cygne, où je m'occupe de la diffusion en Europe, et elle a aussi été copubliée par les éditions Arabesque, qui sont ici en Tunisie. Mais malheureusement, M. Monsef Chedi est un petit peu enroué aujourd'hui et n'a pas pu venir. Jusqu'au dernier moment, il pensait être des nôtres, mais il n'a pas pu se déplacer jusqu'à Monastir depuis Tunis. On a eu l'information ce matin. Donc, j'ai la lourde tâche de le représenter également. Et c'est un grand honneur pour moi. Je viens aussi de faire la connaissance de M. Ayman Ben Nasser, professeur de français à Sousse. Il est aussi membre de l'association Braille pour l'éducation et la culture en Tunisie. Il est aussi adhérent de la médiathèque de l'association Valentin Raoui en France, qui a aussi accepté de transcrire le recueil qui va vous être présenté cet après-midi, les 4e saisons. Donc les 4e saisons est un recueil de poésie. Et pour moi, à titre personnel, ça me fait un plaisir fou de voir que ce livre vient d'être traduit. Je ne sais pas si c'est la bonne, si c'est le bon terme, transcrit en braille. Donc voilà, les éditions du Cygne existent depuis 21-22 ans. Nous avons plus de 800 titres au catalogue. Et là, depuis 15 minutes, j'ai entre les mains un livre des éditions du Cygne, d'Arwa Bendia et des éditions Arabesque, transcrit en braille. Voilà. Je trouve ça magnifique et en plus d'être utile pour ceux qui souffrent de ce handicap, c'est aussi un bel objet. C'est vraiment remarquable. Ça peut être un cadeau. C'est vraiment remarquable et c'est vraiment très très émouvant. Voilà, j'ai terminé mon rôle d'introduction qui essaie de me donner les après-midi et je vais laisser la parole à Arwa qui va nous présenter son recueil, qui va nous lire des extraits et qui va nous en jouer. À toi, Arwa. D'abord, bonjour à tous. Merci à chacun d'entre vous d'être venu m'écouter pour découvrir, pour certains redécouvrir ma poésie. Je suis contente que mon professeur de mathématiques de Subcom, Sihaf Al-Artab, soit présent parmi nous. Ça fait plus de 15 ans que je ne l'ai pas vu. Oui. Je remercie tout particulièrement Ahmed Belarabes, président de l'association Malif Tounes, qui dirige aussi Dalfat Masrans, donc c'est une sorte de branche de l'association Malif à Monastir. Donc c'est un centre culturel formidable dans lequel on se trouve ici. Je remercie également les organisatrices, Mahbouba, Salwa. Bien évidemment, moi j'adore la culture. On en discutait sur le chemin. Patrice me disait hier, oui, nous ne referons pas le débat, mais je vais vite résumer. Moi, je pense que la culture combat l'obscurantisme. Patrice me dit non, c'est loin d'être aussi simple et il ne faut pas prétendre que la culture sauvera le monde. Il a donné l'exemple des Allemands qui étaient très très cultivés et qui pourtant... les Allemands des années 1930. Oui, et qui aimaient aller à l'opéra, etc. Et pourtant, on a eu le nazisme. Dans une des sociétés les plus hautement cultivées de l'histoire de l'humanité, les militaires nazis aimaient la poésie, aimaient l'opéra, aimaient les ballets. Ils pouvaient vous réciter des airs de rythme par cœur. Ils étaient d'une finesse et d'une délicatesse dans le privé qui était hallucinante. Ils connaissaient les langues étrangères et ils ont commis l'indicible. C'est tout ce que je disais à Roi.
Manon Baudet, une de mes auteurs, qui est ici présente, et que Hawa va traduire en arabe bientôt, m'a fait torquer que c'était qu'un exemple parmi d'autres, et j'ai vraiment entendu son argument. et qu'en plus elle disait qu'il fallait s'ouvrir à différentes cultures pour pouvoir être empathique et prétendre vraiment être quelqu'un de cultivé et pas se cantonner uniquement dans la culture occidentale par exemple. Ce à quoi j'ai rétorqué que les soviétiques connaissaient parfaitement la société américaine au point de s'immiscer et beaucoup de juifs connaissent parfaitement les sociétés arabes pour les détruire et inversement. Et que c'est un peu pas dire parce qu'on connaît très bien la culture d'un autre qu'on peut la détruire. Les Russes et les Ukrainiens se connaissent par cœur. Voilà. Et pourtant. Bon, on va arrêter de parler de... C'est toi qui as commencé. Oui. En tout cas, sachez que dans l'introduction de mon recueil, j'ai mis en épigraphe une citation de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde, c'est pas la culture. Donc beauté, c'est peut-être plus pertinent comme terme. Tu me le vois, on s'entend. Je pourrais me mettre d'accord que je ne veux pas ouvrir des tonnes. Ok. Mes parents sont également présents. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est grâce à eux que j'ai pu réaliser tout ce que j'ai réalisé. Que je suis là. Et ils m'ont toujours soutenu, encouragé à lire, à faire de brillantes études. J'ai accumulé des diplômes parce qu'en fait j'ai un double diplôme d'ingénieur, j'ai un doctorat, j'ai 3 autres diplômes dans ma carrière d'ingénieur brevet, tout ça rien que pour satisfaire l'injonction paternelle qui me disait je veux que tu aies un couffin de diplôme. Et ça, je l'ai pris au pied de la lettre et je l'ai fait. Je n'ai fait que chercher des diplômes et je n'arrête pas de passer des examens un peu partout. Voilà, donc je te rends hommage puisque hier tu m'as reproché de ne pas avoir parlé de toi. Il était jaloux. Je n'ai pas un poème dans lequel je parle de toi, mais je te dois tout ça. Toi qui me lisais Les Misérables en version facile quand j'étais toute petite, juste avant de dormir, c'est lui qui a nourri mon imaginaire d'enfant. Il me lisait même un petit quart d'heure, une petite demi-heure avant que je m'endorme, quelques passages d'œuvres comme Les Misérables en lecture facile. Et ça m'a touchée et c'est resté en moi comme un souvenir indélébile. Voilà. Et voilà, je te dois mon amour pour la lecture. Merci papa. Et merci maman qui me faisait des Non, c'est pas rien. Ok. Pour pas qu'elle soit jalouse. Non. Ok, bref, j'en viens. Donc, je suis fière de toi. Merci. Je me présente rapidement. Donc, vous l'avez compris, je suis de formation scientifique. J'ai fait des études d'ingénierie, mais je m'intéresse beaucoup à la culture au sens général du terme, donc aux arts, à la télévision, à la littérature. J'aime beaucoup traduire et je tiens à faire un pont entre les différentes cultures justement par la traduction et aussi par la transcription en braille. Et je remercie Ayman de m'avoir incité à transcrire non seulement mon dernier recueil, Les 4 et 1 saisons, qui est le 4e, mais aussi le précédent, Silence Orange, qui est le 3e. C'est celui qui a été transcrit en premier. Il a paru l'an dernier et il a reçu un prix littéraire lors de la Journée internationale de la femme. Et c'est comme ça, c'est ce qui a retenu l'attention de Ayman et il a insisté pour faire la transcription en braille et le rendre disponible en Tunisie, au moins pour les déficients visuels. Voilà. En ce qui concerne les 4 et 1 saisons, comment m'est venue cette idée ?
Comme toute belle histoire, c'est le fruit d'un hasard. Moi j'ai l'habitude d'écrire soit en silence, soit en écoutant de la musique. Et généralement, c'est de la musique classique que j'écoute. Et à ce moment-là, quand j'ai eu l'idée, j'écoutais les 4 saisons de Vivaldi. Et je réfléchissais, je pensais à mes poèmes inédits qui sont sur différents thèmes. Il y avait sur l'amour, la nature, l'existence, la nostalgie, etc. Et je me disais, quel est le lien entre tous ces poèmes-là, comment je peux les rassembler dans un même recueil. Et là, Vivaldi m'a insufflé l'idée de les classer par saison. Et c'était parfait parce que le terme saison en arabe, c'est la même chose que chapitre. Fasl, fusul. C'est exactement le même terme. Donc mes 5 chapitres, donc les 4 et 1 saison, ce ne sont pas que des saisons temporelles de la nature. Ce n'est pas seulement une ode à la nature, mais c'est aussi une ode à la vie. Ce sont des métaphores en fait de la vie et en particulier de la vie humaine. Donc je commence bien évidemment par le printemps, comme dans l'œuvre de Vivaldi, ce qui est logique puisque le printemps ça symbolise la naissance, l'éveil, pour aller vers l'hiver. Et l'hiver, c'est triste, on approche de la mort et tout. Et je ne voulais pas finir comme Vivaldi sur cette saison-là de grisaille, de tristesse. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de reboucler sur le printemps pour illustrer le concept de la renaissance, du renouveau, de l'espoir. C'est tout ça que représente ma 5e saison. Et c'est aussi ce cycle, on le retrouve dans les philosophies orientales, surtout en Inde, qui croient en la réincarnation, tout ça. Et je ne voulais pas dire les 5 saisons, ça n'aurait pas été aussi original que de dire les 4 et 1 saison. Déjà, il y a un jeu de mots, ça rappelle les 1001 nuits, et en plus, je la distingue cette 5e saison parce qu'elle est plus importante à mon sens que les autres. Donc, je la mets en exergue en disant les 4 et 1 saison. Voilà. Donc ça, c'est pour raconter l'histoire. Merci. Pour raconter l'histoire, pour raconter la genèse du livre. Maintenant, je propose de vous lire un poème par saison pour vous donner une idée. Donc, on va commencer bien évidemment par la naissance. Et je propose de vous lire le poème Patience. Donc, pour ceux qui ont déjà le livre, vous pouvez aller à la page 14 pour suivre avec moi. Patience. Il faut donner du temps aux fleurs pour s'épanouir. Il faut donner du temps aux fruits pour mûrir. Il faut donner du temps aux poètes pour le devenir. Il faut donner du temps aux amants pour s'unir. Il faut donner du temps aux blessures pour guérir. Il faut donner du temps à la vie pour sourire. Il faut donner du temps au temps pour advenir. Il faut donner du temps et savoir prendre son temps. Rome ne s'est pas faite en un jour. Dieu a créé le monde en 6 jours. Chaque chose en son temps et chaque temps à son tour. Ne précipitons pas les événements et soyons suffisamment patients pour voir naître le printemps. Merci. Donc là, on avance dans l'âge, on est dans la saison de l'existence, où on est à l'acmé de la vigueur, de la passion, de la fougue, de la rébellion aussi. On se pose beaucoup de questions existentielles.
Et d'ailleurs, j'ai pas mal de textes dans ce sens-là, où je me pose des questionnements ontologiques, philosophiques. Je vais juste vous lire un court dialogue et après je vous lirai le poème que j'ai choisi pour aujourd'hui, parce que je l'avais lu hier et ça avait pas, c'était pour faire rigoler l'audience et finalement ça n'a pas eu le temps d'effet. Je vais voir. Et comme ça, tu leur dis d'avance que... Pour que tu gagnes d'avance. C'est pas gagné non plus, hein. C'est jamais. Donc il est à la page 31. Message divin. Il lui dit: je suis le messager de Dieu. Je viens t'apprendre ce que tu ignorais. Maintenant que tu le sais, tu n'as plus d'excuses pour pécher. Si tu lui désobéis, tu seras sévèrement puni. Il lui répondit: mais pourquoi venir vers moi? Avais-je vraiment besoin de savoir? J'étais bon, honnête, tranquille, simple, insouciant et heureux. Avant lui, avant toi. Maintenant, je n'ai plus le choix. Je vais devoir pécher. Merci. Donc hier, je leur ai dit, pour les inciter à rigoler, je leur avais cité Voltaire qui dit Dieu est un comédien jouant devant un public trop effrayé pour rire. Tuant l'esprit de pesanteur, comme disait Nietzsche, par le rire. Donc le poème que je voulais vous lire de la saison Existence incite à profiter de l'instant présent, comme disait Horace, carpe diem, saisis le jour, et c'est là qu'il faut être, c'est là où il faut chercher le bonheur. Et il s'appelle Libiamo negli Calici. Alors qui sait ce que veut dire ce titre? Parfois j'aime bien titrer les poèmes par du latin, de l'italien, de l'espagnol. Pas pour, peut-être un peu par pédanterie, je l'avoue, mais surtout pour me faire plaisir et aussi pour titiller, stimuler la curiosité du lecteur pour qu'il aille voir ce que ça veut dire. Et voilà. Donc Libiamo negli Calici, vous savez pas ce que ça veut dire. Ouais. Libiamo, lisons. Donc Libiamo negli Calici. C'est un opéra. En fait, c'est extrait de la Traviata de Verdi. Normalement, c'est un air très connu. Libiamo negli Calici. Moi, je suis Ben Bent Malouf. Je suis membre du Malouf, donc j'aime bien chanter, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Libiamo negli Calici, c'est du vieux italien qui veut dire buvant dans ces joyeuses coupes. Celui qui craint la mort craint la vie. Ne pas feindre de mourir, c'est vivre sans coup férir. Entre souffrance et ennui, suis le chemin de croix et crois en toi. Réjouissons-nous des plaisirs simples. Merci le coq. Merci. Et buvant dans ces joyeuses coupes. Parfois, il faut boire le calice jusqu'à la lie pour apprécier la douceur d'une vie épanouie. Voilà. Très bien. L'un d'entre vous a remarqué le clin d'œil est-ce que vous pouvez deviner quel philosophe auquel je fais référence ici quand je dis entre souffrance et ennui? Oui, entre souffrance et ennui. Ça te rappelle Non, c'est pas Nietzsche. Schopenhauer qui dit l'homme est un pendule oscillant entre souffrance et ennui. Mais j'aime bien mettre des clins d'œil à des philosophes. Donc, on avance davantage dans l'âge et on est dans la saison de la nostalgie. Donc, on n'est plus aussi vigoureux, aussi rebelle. Au contraire, on est plutôt
un peu plus docile, plus attendri, plus nostalgique, puisqu'on vieillit. Moins rebelle, tu disais. Oui, moins rebelle, voilà. Moins rebelle. On est saisi d'une mélancolie douce amère, on se remémore ses souvenirs. D'ailleurs, j'ai un poème dans cette saison-là que je déclame dans le teaser du recueil, qui est accessible en flashant le QR code sur la 4e de couverture. Ça nous amène vers un lien YouTube où on peut voir une courte vidéo dans laquelle justement je déclame ce poème-là sur les airs de Vivaldi, l'Ode à l'automne. Je peux vous lire ce poème-là, mais en fait je le connais par cœur, donc je peux vous le réciter. Tel un arbre, je tiens à mes racines. Tel un arbre, je laisse mon feuillage s'étaler à sa guise et se bercer par toute brise. Enracinement et enrichissement sont les deux versants de ma colline, les deux arpèges de mon chant. Je puise ma singularité dans la pluralité, mais je n'oublie pas mes racines. Je ne peux oublier mes racines. Voilà. C'est un hommage à mes racines tunisiennes. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que ce recueil-là soit coédité par une maison d'édition tunisienne. Maintenant, un court dialogue dans la même saison. J'aime bien écrire sous forme de dialogue. C'est un style qu'employait souvent Mahmoud Darwish, Houahiya, oui. Donc ça s'appelle Bruit rose. Il dit: les trêves sentimentales attermoient les ardeurs de ma passion. Quand on aime, on n'a plus envie de triompher. Je me rends. Elle dit: l'antidote aux âmes moroses n'est autre que le bruit rose. Écoute cette mélodie du bonheur, les éléments qui chantent en chœur, un silence habité par le gazouillis d'un oiseau, ou encore par la lecture de mes mots, coulant sur la feuille tel un ruisseau. L'automne sera bientôt morte, je t'attends. Bien. Personne n'est choqué par l'accord. Par le gazouillis de l'oiseau? Non, par la L'automne est morte. Voilà. Mais en fait, c'est Guillaume Apollinaire qui dit l'automne est morte. Et j'ai fait exprès de reprendre. Moi, en lisant Apollinaire, je me suis dit, mais c'est pas que l'automne c'est masculin, mais il a fait exprès de dire l'automne est morte. Pourquoi comme une femme. En fusion, c'est la naissance de la poésie. Oui, quand on est poète, voilà. C'est la saison de oui, la saison, la saison. Oui, mais il n'a pas dit la saison de l'automne, il a dit l'automne est morte. D'accord, c'était en féminin. J'ai ramené ça. Il a fait les 4 saisons sont en masculin. En masculin. C'est vrai. Et il a choisi de féminiser. Oui. C'est pas nouveau. Souvent, quand on est poète, on aime transgresser les règles. Ok, donc la 4e saison dans le cours normal de la vie, c'est évidemment l'hiver, et ça correspond à ce que j'ai appelé le couchant. Donc c'est le crépuscule de l'âge, où on est proche du trépas. Crépuscule de Et crépuscule de l'âge, crépuscule de... Pas la peine d'insister, non? un peu de respect, s'il vous plaît. D'accord, merci. Désolée. Oui. C'est les critiques maternelles. Alors, je vais vous lire un poème qui s'intitule... Magnifique ta lecture. Merci. Un poème qui s'intitule Éclipse du cœur. Il peut sourdre de la commissure de tes paupières une goutte diaphane, saline, arcane,
reflétant la Diane née dans la nuit de ton âme. Relent d'amertume, prémices de ta tristesse, quelles en sont les prémices? Est-ce la séparation de tes racines ou la profusion de ta frondaison qui commence à te peser? Ou est-ce ton cœur si tendre et clément qu'il béatifierait toute défunte d'âme et sanctifierait toute fleur de macadam? Peu importe la raison de ton éclipse, les étoiles naissent des larmes célestes et de tes pleurs des lumières manifestes. Ainsi, laisse couler cette goutte d'âme, elle nourrira les rêves de demain, ouvrant des chemins nouveaux, sans drame, vers des horizons clairs et sereins. On arrive à la dernière saison et qui est la plus importante à mon sens, c'est celle de la renaissance, de l'espoir, du renouveau et de la résilience. Et d'ailleurs, je vais lire un texte qui s'intitule « Résilience » à la page 89. Tel un phénix, il te faut renaître du décembre. Dans le noir, tu affrontes tes peurs. Tu t'inventes un rayon de lumière. Hors de question de te résigner à ton sort. Jamais, au grand jamais, tu ne désespères. Invoque avec instance ta force intérieure, qui sera infailliblement ton phare. Lors des orages qui peuvent te secouer. Certes, ta volonté ne peut être ébranlée. De la résilience, tu portes l'étendard. Résistance dans ton être est ancrée. Chaque échec est une leçon qui te forge. Chaque épreuve est un apprentissage qui te renforce et te rend plus sage. Souviens-toi que de la pression en crée des diamants. Souviens-toi que la nuit peut paraître sans fin, mais l'aube finit toujours par apparaître enfin. Tu as scellé un pacte avec la persévérance. Tu vains tes démons avec patience. Tu aspireras sans cesse à la renaissance, à un lendemain empli de promesses. Résilience est le talisman que tu portes fièrement, la flamme qui brûle en toi, un appel, un rappel constant que de chaque défi, de chaque tourment, tu émerges tel un phénix, plus grand. Et je peux vous raconter l'histoire d'une goutte pour finir. Oui. J'aime bien finir par ça. Donc, c'est le premier poème dans le chapitre Renaissance, à la page 85, qui s'intitule « Histoire d'une goutte ». Une goutte de pluie, en tombant du ciel et se dirigeant vers la mer, craint cette dernière. Elle pense qu'elle sera engloutie. Ne pouvant éviter sa chute, elle ferme les yeux et se prépare à sa fin. En se fondant dans les flots marins, elle réalise qu'elle n'est pas morte. Elle respire encore. Elle est devenue la mer. Donc là maintenant, merci beaucoup de votre écoute. Il y a Ayman qui va nous dire quelques mots sur l'association Braille, ses objectifs et la présenter. Tu peux rester assis. Okay. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le public pour l'invitation. Mes remerciements s'adressent également aux deux éditeurs de ce recueil de nous avoir autorisé la publication de ce travail. Sans leur accord, le projet n'aura plus le jour. N'aura pu voir le jour plutôt. Bon. Donc, si vous me permettez, je me présente. Ayman Ben Nasser, professeur de français chez le ministère de l'Éducation à Sousse, depuis 2018, membre de l'association Braille pour l'éducation et la culture chargée des relations publiques et extérieures. Bon, en fait, les objectifs de cette association se résument en promouvoir le braille et sensibiliser le public à ce système d'écriture propre aux personnes d'édition visuelle,
fournir tout type d'informations en braille et ce dans tous les domaines de la connaissance, acquérir les outils nécessaires pour l'impression des documents scolaires et universitaires destinés à ce public, et jeter les bases d'une bibliothèque sonore, numérique et braille. Voilà. Parmi les projets de l'association, je vous en citais 3, si vous voulez. Un projet intitulé Musée pour tous. Musée pour tous, ce projet a pour objectif de faciliter l'accès au musée de Sousse et au Bardo, au musée de Sousse et au musée de Bardo, pour les étudiants d'édition visuelle, avec la transcription des notices en braille et la numérisation des sculptures en 3D. Voilà. Alors, un deuxième projet très important destiné à ce public est Éducation pour tous. Et ça, les principaux objectifs sont les suivants. Imprimer 100 documents en braille pour les élèves du primaire et du secondaire, à savoir 50 titres pour chaque catégorie, et fournir des sessions de formation en informatique adaptée destinées aux enseignants. Voilà. Un dernier projet qui est un projet entamé l'année dernière. L'association vient de conclure un accord avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans le but d'adhérer au service mondial d'échange de livres du consortium pour des livres accessibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.